Bonjour tout le monde, je me présente Lamia Charifourati, maître de conférence à l'Institut supérieur d'informatique et de multimédia, à Sfax en Tunisie. L'Institut se situe au Technopole à Sfax, à 10 km du centre-ville. Ma présentation s'intitule Santé numérique et Health et M-Santé, challenge, opportunités et technologies. Donc, durant cette présentation, je vais commencer par une introduction, puis les challenges associés au domaine e-santé ainsi qu'au domaine santé mobile, les opportunités, les technologies, et je terminerai par quelques applications. Donc, vers l'année 2000, pratiquement dans la majorité des pays du monde, il y avait plusieurs défis associés au système de la santé, essentiellement donc l'augmentation de la demande de soins, et ceci dit essentiellement donc au vieillissement de la population ainsi que l'augmentation des maladies chroniques. De plus, donc, dans la majorité des pays dans le monde, le modèle de soins de santé est un modèle généralement donc hospitalo-centré, c'est-à-dire l'hôpital est le premier offreur de soins. De plus, il y a aussi la complexité du système de santé ainsi que l'organisation des soins. Autre défi, c'est l'inégalité sociale et territoriale d'accès aux soins. Et ceci donc entraînera donc un déséquilibre dans la répartition territoriale des médecins ainsi que la réduction prévisible du temps médical disponible par chaque patient. D'autre part aussi, parmi les défis, c'est l'attente renforcée de la plupart des utilisateurs qui souhaitent être impliqués activement dans la gestion de leur santé. Parallèlement à ces différents défis, donc, il y a de l'autre côté donc, l'évolution d'une façon donc, rapide et intéressante des technologies relatives à l'informatique et à la télécommunication. Donc, cette évolution elle a entraîné la promotion et le développement donc, du secteur de la santé numérique. Selon les statistiques élaborées par l'entreprise Gartner, donc, il y aura donc vers les années 2020 plus que de 80 milliards d'objets connectés sur la planète. D'autre part, donc, le marché relatif aux objets connectés devait peser donc plus que 1900 milliards de dollars vers les années 2020. Et les trois secteurs clés qui vont bénéficier du monde d'objets connectés, on aura essentiellement donc le domaine de la santé, le domaine de l'automobile et le domaine donc de l'habitation connectée. Au niveau de ma présentation, donc, je vais mettre l'accent essentiellement sur le domaine de la santé numérique. Donc, la santé numérique, c'est donc pratiquement correspond à l'ère digitale actuelle où le patient sera donc, c'est au cœur du parcours de soins à l'heure digitale. Donc, ceci nous ramène donc à définir une nouvelle vision. Donc, on ne parle plus donc du modèle classique dans lequel il y aura un recueil passif limité de données où pratiquement donc les patients qui vont donc chercher le service auprès du médecin, mais on parle d'un modèle qui sera donc centré sur le patient, dans lequel donc il y aura donc une supervision permanente centrée sur le patient. Donc ce nouveau modèle va changer donc pratiquement la gestion et il y aura une délégation donc des tâches du médecin vers d'autres plusieurs acteurs. Donc, dans cette même vision, donc, on note bien l'évolution donc, de la philosophie relative au domaine de la santé. On passe donc, vraiment donc, de l'année 2010 vers l'année 2015 d'une approche qui se base sur le soin curatif vers donc, une autre philosophie relative au domaine de la santé qui se base sur une approche préventive. Pratiquement, on ne doit pas attendre donc que le patient donc, tombe en panne puis il cherche une maladie, mais il y aura donc différentes technologies qui seront exploitées pour faire donc des traitements préventifs. Aussi donc vers la tendance actuelle, donc
vers les années 2020, plutôt l'offre de services relatifs aux soins sera donc basée sur la médecine prédictive. Ceci donc entraînera donc l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux services associés donc à la domaine de santé numérique et qui se basent essentiellement sur l'évolution donc de la technologie. Donc, dans cette nouvelle vision, dans laquelle il y a le mariage entre l'éthique et la santé, donc vraiment, on définit une chaîne de valeur qui est assez complexe, qui se base sur les multidomaines. Donc, les domaines associés à la santé numérique sont nombreux. On notera donc le domaine du bien-être, l'autonomie et le vieillissement, les maladies chroniques au cours du vieillissement, donc l'oncologie, donc et différents donc, domaines d'application associés donc à la santé numérique. Ceci donc est accompagné aussi par donc la multitechnologie et la multidiscipline. Donc en effet, les marqueurs en santé, on parle donc de la biologie, de la médecine relatifs aux biochimies, les biocapteurs et les autres dispositifs. Donc on va appeler à différentes disciplines telles que l'électronique pour réaliser les capteurs, les mécaniques pour réaliser par exemple les actionneurs tels que donc, pour l'injection d'insuline, etc. Donc optique, physique, l'énergie c'est l'économie au niveau donc des circuits qui sont donc implantés sur le corps humain ou bien qui sont donc intégrés à l'intérieur du corps humain. Les logiciels embarqués, donc il faut standardiser tout le processus de communication, élaborer des nouvelles règles pour l'échange entre les différents acteurs. Côté donc matériel et software, aussi donc il faut définir plusieurs protocoles de communication de données. Il y aura donc l'intégration et l'analyse de données à la base donc du big data, logiciel, dossier patient électronique, donc les problèmes de sécurité il faut les résoudre, problèmes de confidentialité de données, etc. Côté donc système, il y aura aussi donc pour les Smart Medical Systems, donc il y a toute une activité relative aux technologies relatives aux logiciels embarqués, les algorithmes de gestion des alertes et d'aide à la décision, donc les big data, les simulations, donc drug delivery, les actionneurs, etc. Donc, selon donc, ce slide, on voit bien que donc, le mariage entre l'éthique et la santé vraiment donc, nécessite beaucoup d'investissement. Aussi, donc, on distingue pratiquement donc, le domaine santé mobile par rapport au domaine donc, e-santé. Donc, le domaine e-santé se base sur l'introduction voilà, de rendre les activités dans le domaine donc, médical, tout est numérique. Et la santé mobile ajoute le fait d'intégrer ces pratiques médicales au niveau des terminaux mobiles. Donc, la santé mobile, on peut la définir comme étant donc, la convergence entre l'ICT et le healthcare, des pratiques médicales et de santé publique. Et ces activités seront donc automatiquement donc, accessibles via des dispositifs mobiles qui peuvent être soit des téléphones portables, soit des systèmes de surveillance de patients, assistants numériques personnels PDA ou autres appareils donc, sans fil. Au niveau de ces terminaux mobiles, donc, les applications qui peuvent être intégrées et utilisées donc, peuvent viser différents donc, domaines de la santé, tels que le mode de vie, le bien-être, le système de conseil personnalisé, l'information de santé, rappel de prise de médicaments, le télémédecine, etc. Tout ceci nécessite aussi donc l'intégration des dispositifs et des capteurs qui échangent l'information avec le terminal mobile. Donc, j'aborde maintenant, donc, suite à cette introduction relative à la domaine e-santé et la santé mobile, quelques challenges associés donc, à la santé mobile. Donc, parmi les challenges, donc, je cite le développement de l'usage éthique et des services de santé par les professionnels et les établissements de santé dans un espace
d'interopérabilité et de confiance, utilisant donc différentes infrastructures permanentes. Deuxième point, c'est le recensement des besoins des récepteurs de soins. Donc, plus de connaissances des attentes des citoyens. On a aussi, donc, il faut changer les pratiques des citoyens pour s'intégrer dans l'écosystème de la santé numérique. D'autre part, donc, parmi les challenges, il faut quand même, malgré donc l'évolution actuelle de la technologie, mais il faut pousser encore la technologie. Si on veut que les applications de la santé numérique ainsi que de la santé mobile sera donc développées de plus en plus, donc il faut quand même donc un investissement au niveau donc de technologies de la communication encore, telles que l'Internet, les réseaux sans fil, les réseaux mobiles, etc. Donc les technologies biomédicales et d'autres disciplines. D'autre part, donc parmi les challenges, c'est l'intégrité entre ces différentes technologies, l'accessibilité, la mobilité. Donc, il faut définir aussi des normes spécifiques au domaine de la santé numérique, définir les lois, les politiques et les règlements, surtout relatifs donc à la sécurité et le domaine de confiance relatif à la santé. Donc, j'aborde maintenant la confiance. Donc, j'ai consacré tout un slide pour la confiance, vu l'importance donc de ce challenge. Donc, si je prends donc le patient, et particulièrement donc le fait d'avoir donc la protection de l'information, il faut protéger l'information donc selon donc les différents acteurs du domaine de santé. Donc, il faut protéger l'information qui sera donc captée par les capteurs, donc Smart Body Sense. Donc, au niveau donc aussi des plateformes de communication, on doit avoir donc assurer la confiance et la sécurité de l'information. Au niveau du système cloud, au niveau donc lors de l'analyse des données du patient, donc au niveau du big data, au niveau donc des applications sociales, et chaque acteur du secteur de la santé doit être un acteur de confiance. À cet égard, déjà, dans le cadre par exemple des applications mobile, dans le domaine de la santé mobile. Donc, il y a l'organisme de certification, donc mHealth, qui assure donc, c'est un label qui assure donc la sûreté des applications mobiles relatives à la santé. Donc, mHealth Quality, c'est le premier label participatif en santé connectée. C'est un label qui certifie la qualité de l'application mobile et des objets connectés. Donc, l'objectif du mHealth, c'est de créer la confiance relative à la santé mobile. Donc, pour promouvoir la santé mobile, il y en a donc aussi plusieurs challenges. Parmi les challenges, je cite, donc il faut favoriser l'adoption par le corps médical du concept de santé mobile. Et ceci nécessitera donc un investissement dans l'adoption des nouvelles technologies, la formation des médecins et des professionnels de la santé, la sensibilisation des patients aux nouveaux outils relatifs à la santé mobile. D'autre part, il faut aussi rassurer que les objets connectés et les données. Donc, en réaffirmant la protection absolue des données de santé individuelle, il faut certifier les dispositifs médicaux, il faut assurer donc la sécurité et la confidentialité des données. D'autre part, côté donc règlement et cadre financier, donc déjà il faut revoir le modèle de financement et de la prévention de la santé mobile. Et donc, plutôt une question qui se pose, si on continue donc à rembourser le traitement de maladie, pourquoi pas donc de faire de l'investissement et imaginer donc de financer ce qui permet de ne pas tomber malade. Donc, la technologie numérique préventive peut donc répondre à ce dilemme. Donc, quelles sont les opportunités donc, dans le domaine de la santé mobile ainsi que dans le domaine de la santé numérique? Donc, les services associés à la santé numérique peuvent être classés donc, selon 4 volets. Le premier donc, correspond
à la production des soins, les services qui supportent donc la production des soins, ayant pour objectif l'informatisation des activités et métiers, des personnels et des professionnels de la santé, ainsi que l'intégration d'éthique dans leurs pratiques quotidiennes. Le deuxième volet donc du service, c'est les services support qui supportent la coordination des soins. Donc l'objectif, c'est de renforcer la coordination des soins et la coopération entre les professionnels en favorisant l'échange dématérialisé des données entre plusieurs professionnels du domaine. Troisième type, ou bien troisième catégorie de services, c'est l'exploitation des données qui correspond à l'exploitation des données, c'est les services de connaissance et d'analyse de l'information ayant pour objectif renforcer la capacité d'analyse des données à des fins de pilotage du système de santé. Et quatrième catégorie correspond donc aux services qui sont associés aux utilisateurs ayant pour objectif de développer et améliorer les services rendus aux utilisateurs du système de santé et accroître leur capacité d'implication dans la prise en charge de leur santé. Donc, pour le domaine, le premier donc, domaine des services correspond donc à la création de données. Deuxième catégorie, donc, fait appel à l'échange des données relatives à la santé numérique. Le troisième, c'est l'exploitation des données. Le quatrième, c'est plutôt donc, c'est de délivrer les services aux utilisateurs. Ainsi, si je me focalise sur les services qui sont associés à la santé numérique, donc on peut distinguer plusieurs en tant que développeur d'applications. Donc, si je vais viser donc, de développer des applications de la santé numérique, donc je peux avoir plusieurs donc, acteurs auxquels je peux donc délivrer ces services. Donc, si je m'intéresse aux patients, donc il y a toutes les applications relatives à la suivi d'activité ou d'exercice, le contrôle continu de son état de santé, les services de bien-être. Pour les médecins, tous les outils d'aide à la diagnostic, tous les outils d'aide à la prescription, les outils de suivi à distance des patients. Aussi, donc, on peut avoir comme autre acteur ou comme autre entité qui peut bénéficier des services de la santé numérique, tout organisme prestataire de services de santé, tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires d'analyse, l'urgence, les pharmacies, les centres de radiologie, etc. Donc, quelles sont les opportunités et les axes de recherche qu'on peut développer autour de la santé numérique? Donc, à titre d'exemple, peut-être il y aura d'autres, mais je vais citer seulement donc, ces 7 domaines. C'est l'activité relative au système d'information hospitalier, donc les applications relatives à la santé numérique, la télémédecine et le suivi continu des patients, c'est ce qu'on appelle remote consulting et remote diagnostic. L'imagerie médicale, donc le développement d'outils d'aide à la diagnostic, les applications et les solutions donc, mobiles pour la santé, les dispositifs médicaux, la robotique médicale, on parle donc des robots qui aident donc, les chirurgiens, etc. Donc tout un volet dans lequel il y aura l'intégration de la technologie dans le domaine de la santé et la simulation en santé. Donc, la simulation en santé, c'est le fait d'utiliser donc du matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient donc standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, et ceci dans l'objectif pédagogique, c'est pour enseigner les procédures de diagnostic aux futurs donc médecins. Donc, et c'est juste exemple d'application. Exemple, donc, et c'est donc, elle se base sur la réalité virtuelle et l'autre figure dans laquelle on voit donc le simulateur patient. Donc, quelles sont les technologies qui peuvent donc qu'on peut identifier dans le domaine de la santé mobile? Donc ici, je considère plutôt principalement donc, le mariage entre le domaine Big Data et la santé mobile. Donc, si je considère les sources d'information, donc se base essentiellement donc, de récolter de l'information,
on trouve donc l'information, on peut la collecter à travers donc les capteurs, qui peuvent être des capteurs logiciels ou bien des capteurs donc réels. C'est quoi le capteur logiciel? C'est l'information qu'on peut récupérer, par exemple, à partir même des réseaux sociaux. Donc, l'information des réseaux sociaux sur le comportement des patients, on peut considérer comme étant donc un capteur logiciel. Sinon, les capteurs donc classiques, on peut avoir aussi donc les sources de l'information à partir des images, des bases de données, etc. Donc, quels sont donc les traitements associés donc qu'on peut faire? Donc, tout process de visualisation de données, l'intégration des données afin d'élaborer donc de l'intelligence relative au patient et d'avoir donc de la connaissance sur le patient, l'analyse des données, collecte des données, la publication, la soumission des données. Les applications de soins omniprésentes, donc on peut définir la supervision du patient, la détection d'incidents, la télémédecine, les services médicaux basés sur la localisation, la gestion des situations d'urgence, etc. Donc, les parties prenantes pour tout, donc, ces technologies, on peut trouver les patients, donc les professionnels de la santé, les fournisseurs de services de soins de santé, les scientifiques de données, donc essentiellement donc, les données qui sont récoltées donc, et traitées au niveau, qui sont récoltées et stockées par exemple dans le cloud, ils peuvent être exploités par les chercheurs qui travaillent dans le domaine donc, de la recherche au niveau de la médecine afin donc de faire, de trouver par exemple des nouveaux médicaments et des nouveaux traitements donc, en se basant sur l'information qui est collectée donc, à partir des différents patients. C'est donc, ce slide illustre essentiellement l'architecture de la santé mobile, dans laquelle donc, il y a essentiellement le patient qui est donc doté de plusieurs capteurs qu'on appelle le réseau corporel. Le réseau corporel, donc, il va capter l'information généralement, donc, sera transmise à un PDA ou à un téléphone mobile qui, lui, donc, il va assurer la transmission d'informations via Internet vers les différents acteurs. Au niveau du traitement donc, des données, on aura l'agrégation de données, l'aide de décision et l'extraction de connaissances. Pour la visualisation de données, on peut avoir donc l'affichage des données, de faire des statistiques sur les données, de faire des graphes, etc. Donc, ici, je présente donc une architecture 4 tiers, qui est l'architecture de base pour la supervision à distance des patients. Généralement, cette architecture, il y avait dans la littérature auparavant donc, la proposition d'une architecture 3 tiers, et puis pratiquement donc, la majorité, récemment, la majorité des chercheurs, ils ont été convaincus du fait donc la nécessité d'ajouter le cloud computing, l'architecture cloud dans l'architecture de supervision à distance des patients. Et ceci essentiellement pour deux objectifs, c'est de faire le stockage de l'information. Donc, l'avantage du cloud, c'est de stocker de l'information pour avoir donc recours à l'historique de l'information relative aux patients et de faire des traitements au niveau du cloud. Pourquoi? Car généralement, donc, l'équipement qui peut faire l'acquisition de données, le PDA, n'a pas les mêmes capacités de traitement que dans le système et les capacités de stockage que celles du cloud. Donc, au niveau de cette architecture, les 3 tiers de base, donc on trouve, c'est ce qu'on appelle les réseaux corporels. Personnellement, donc, mon activité de recherche, donc, essentiellement, c'est au niveau donc, des protocoles de communication dans les réseaux corporels. Donc, à cet égard, déjà, j'ai encadré 3 thèses qui ont été soutenues donc, en 2015 et pratiquement dans quelques jours, donc, la 3e. Donc, leur sujet de recherche essentiellement de définir des nouveaux protocoles et mécanismes associés à la communication entre les différents capteurs qui sont donc soit implantés sur le corps humain ou bien à l'intérieur du corps humain, ainsi que le routage de l'information donc vers l'extérieur. Donc, l'information qui est collectée à partir des capteurs généralement sera collectée via donc, le PDA, donc les capacités de traitement sont beaucoup plus importantes que les capteurs, et ce dernier, donc, il va aiguiller via Internet et assure la transmission et le transport de l'information via Internet vers les différents donc,
acteurs de la santé tels que les médecins, donc le système d'urgence, les fournisseurs d'aide de la santé, etc. Entre-temps, on peut intégrer donc le cloud computing. Donc la partie cloud computing, ce n'est pas une partie obligatoire dans l'architecture. C'est pratiquement donc un tiers en plus si on veut assurer donc le stockage et le traitement de l'information à long terme et avoir donc un retour à l'historique. J'ai encore du temps? 5 minutes. Okay. Donc, au niveau de cette architecture, vraiment, donc, du point de vue technologique, on assiste donc à avoir plusieurs protocoles de communication. Essentiellement, il y a donc la partie node, pour moi, c'est le capteur. Et donc, généralement, le capteur pour communiquer avec l'extérieur. Donc, on trouve un nœud qui va jouer le PDA. Il va jouer le rôle d'un bridge entre le réseau qui est implémenté au niveau du corps humain avec donc le réseau WLAN. Et à cet égard, donc, le protocole de communication de base qui a été élaboré pour les communications donc, au niveau du réseau corporel, c'est le standard 802.15.6 qui a été développé en 2012, février 2012, pour prendre le relève par rapport au standard 802.15.4 qui était vraiment un standard de communication qui n'est pas très adéquat pour l'application santé. Côté couche haute, les applications, il y a la norme Etherwater 11073 qui s'intéresse donc, dans lequel il y a toutes les procédures relatives aux coûts supérieurs de communication associés à la santé mobile. Donc, parmi les concepts de base de la norme 11073, essentiellement, donc, on distingue trois acteurs, l'agent, le transport et le manager. Donc, l'agent, il peut être soit un capteur, donc soit donc, le personal device. Pour le transport, on peut avoir transport en utilisant la technologie Bluetooth, la technologie Zigbee ou autre technologie. Et pour le manager, donc, il peut être soit donc, un appui, soit donc, une application host, soit donc, client, etc. Et pour la communication entre l'agent et le manager, généralement, il y a une norme spécifique qui est donc la norme 20601 qui définit donc toutes les règles et les procédures d'échange pour le développement des applications donc, de la santé numérique entre l'agent et le manager. Exemple d'application. Donc, par exemple, parmi les applications les plus répandues, c'est toujours, on parle donc, des applications dédiées pour les personnes âgées, et telles que, donc, je cite, donc, le maintien à domicile des seniors ou, entre guillemets, des personnes âgées. Donc, les bénéficiaires, plus que de 1,6 million aujourd'hui, et les prévisions, donc, on peut avoir, donc, vers l'année 2040, plus que 5 millions qui ont besoin, donc, d'une telle application. Donc, cette application donc, de maintien à domicile se base sur la convergence des technologies numériques, les technologies de la domotique et de l'audiovisuel pour assurer le maintien à domicile des seniors. Donc, ceci se base sur un ensemble d'objets connectés associés donc avec le développement des services numériques de maintien de l'autonomie et l'accompagnement à distance des personnes âgées. Autre type, voici l'exemple d'architecture, donc je vais passer rapidement vu donc, le temps. Généralement, donc, on aura capture d'informations via la caméra qui va permettre donc, la détection et l'analyse d'une situation anormale. S'il y a une détection d'une situation anormale, généralement, il y aura une alerte via smartphone. Cette alerte sera donc transmise pour les personnes qui doivent donc aider les personnes âgées. Ceci entraîne donc, il faut vérifier vraiment donc la nécessité donc d'un service d'aide. Donc ceci donc nécessite d'une opération qu'on appelle levée de doute vidéo via donc une communication entre donc le personne âgée et donc le fournisseur d'aide. Et si dans le cas, donc, il y aura donc le déplacement et l'envoi de secours pour les personnes âgées.
Le système d'objets connectés, on peut avoir des capteurs optiques, des capteurs de mouvement, des sondes de température, détecteurs de fumée, capteurs d'ouverture de portes, etc. Autre application, donc aussi relatif aux personnes âgées, c'est de maintenir le confort de vie. Ceci consiste à rendre l'isolement, faciliter la vie quotidienne et prévenir la dépendance. Et parmi donc, les applications, on parle donc de l'usage de la TV augmentée, vu que donc pratiquement la majorité, même les personnes âgées, sont très habituées à utiliser donc le téléviseur. Et au niveau du téléviseur, on peut définir et donc développer plusieurs applications donc, des applications qui sont dédiées donc aux personnes âgées. Aussi donc un autre système donc de supervision à distance des personnes âgées. Et la particularité de cette solution, c'est l'intégration donc, c'est ce qu'on appelle des capteurs logiciels à partir donc des réseaux sociaux. Autre donc, catégorie d'application, c'est donc, je cite un projet Sumi Santé, donc, qui consiste au développement d'un espace pédagogique partagé dédié aux méthodes pédagogiques innovantes dans le domaine de la santé. Un tel projet, donc, je vais vous présenter donc, par la suite l'architecture, a été donc une initiative entre l'Université de Picardie et l'hôpital de Picardie. Ce projet donc, a été développé donc, dans deux phases. La première phase donc, de 2012 à 2015 et la deuxième phase donc, a débuté en 2016. Donc la portée de la solution, c'est 3600 mètres carrés. Voici un exemple donc, d'application dont l'objectif c'est de créer d'une façon donc, virtuelle un espace numérique dédié pour les applications d'apprentissage en médecine. Juste pour clôturer, donc, je suis aussi membre donc, de l'équipe santé au niveau du centre de recherche en numérique de Sfax. Donc, il y a des compétences au niveau de notre centre. Donc, il y a des compétences qui sont pratiquement dédiées et spécialisées dans le développement des applications embarquées sur les terminaux mobiles. À cet égard, on a organisé en 2015 une compétition pour les applications mobiles. Donc, la maîtrise des concepts techniques pour l'extraction de connaissances et le traitement et l'analyse des données, et la connaissance et la maîtrise des technologies de communication autour des réseaux corporels. Durant cette année aussi, j'encadre un projet de fin d'études, qui sera élaboré par un étudiant ingénieur qui est en troisième année. Donc, l'application s'appelle Suivi des patients diabétiques. Donc, qui consiste à développer une application mobile. Pourquoi donc j'ai opté pour diabétique et pas autre pathologie? C'est essentiellement, il y avait une constatation que la ville de Sfax, ma ville, se considère comme donc, la ville en Tunisie la plus, donc, dans laquelle le pourcentage du diabète la plus élevé. Aussi, donc, dans le cadre un autre volet de recherche dans lequel j'intègre l'intelligence ambiante avec les réseaux corporels, j'ai entamé une thèse dont l'objectif c'est d'étudier et de concevoir donc, et de tester un prototype qui se base sur l'intelligence ambiante pour le contrôle d'une chambre d'hospitalisation. Donc, notre objectif au niveau du groupe e-santé, c'est donc de promouvoir le développement des applications santé numérique dans la région de Sfax. Et notre groupe il englobe déjà des professionnels de la santé de la région de Sfax, ainsi que des chercheurs antiques de l'université de Sfax. Et entre-temps, donc, on le cherche évidemment donc, dans la région de Sfax, ainsi que donc, de la part de notre ministère, des ressources financières pour promouvoir et promouvoir l'adoption des nouvelles technologies. Et merci pour votre attention. J'inviterais Edwidge
à venir. Peut-être on pourrait asseoir les panélistes en avant pour prendre quelques interventions et questions. Donc, n'hésitez pas à prendre place. Je vais laisser Vanessa passer le micro. Donc, s'il y a des questions, des interventions, on voit de ces deux communications fort intéressantes. Ma première question s'adresse à Lamia. On voit qu'il y a quand même une réflexion profonde sur le e-santé. Est-ce que en Tunisie, les politiques sont aussi sensibles à cette façon de préparer l'avenir au niveau numérique? Oui, donc déjà il a démarré. Il y a le projet de créer le dossier médical, d'avoir déjà le dossier patient. Donc, c'est un projet qui a été proposé par le ministère de Santé ainsi que le ministère de la Technologie et de la Communication. Et il y a aussi donc des équipes, des citoyens, par exemple de la région de Sfax, qu'on appelle donc, il y a un groupe qui s'appelle Beit El Khibra, dont l'objectif c'est de promouvoir donc Sfax en particulier, et puis donc la Tunisie d'une façon générale. Et au niveau de ce groupe qui s'appelle Beit El Khibra, donc puisque Sfax en particulier, elle est très connue par rapport aux autres villes de la Tunisie par le développement de la santé. Déjà, nos voisins, les Libyens, etc., la majorité, ils viennent à Sfax pour se soigner, pour faire des diagnostics, même donc tout ce qui est médecine dentaire, même des gens de l'Europe, etc., ils viennent à Sfax pour prendre des soins. D'où l'idée, donc Sfax, puisqu'elle est caractérisée déjà à l'heure actuelle par le rayonnement côté santé, pourquoi pas donc prendre l'e-santé comme étant donc un axe stratégique au niveau du centre de recherche. Donc, le centre de recherche du Sfax, c'est un centre qui est créé récemment, dont l'activité a commencé donc pratiquement depuis 2 années, où il y avait donc plutôt un discours de définir les 2 ou 3 axes stratégiques. Et parmi les axes stratégiques, donc, on a opté pour l'e-santé ainsi que pour l'axe Smart Grid. Il y a d'autres questions, interventions? Bonjour, merci pour vos 2 présentations très élaborées. Ma question concerne la deuxième présentation. J'avais une interrogation par rapport à l'enjeu éthique, toutes les implications que peuvent apporter aussi ce développement technologique. J'avais en tête le film Minority Report, dans lequel on arrête les gens avant même qu'ils aient commis un acte criminel. Je me demandais la protection à l'extrême, si justement on ne va pas entraîner aussi certaines dérives, sans tomber évidemment dans la dystopie totale. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi justement éthiques en lien avec, par exemple, le partage de ces informations, les impacts que peuvent avoir aussi le fait de véhiculer ces données par rapport aux compagnies d'assurance, par rapport aussi à tout ce qui pourrait englober l'ADN, le partage de ces données-là aussi, l'impact que ça peut avoir, générationnel, etc. Donc, j'aimerais simplement peut-être vous entendre sur cet aspect-là aussi du développement qui est plus en lien avec la dimension éthique de ce type de projet, auquel je suis certain que vous êtes confrontés et que vous saurez me répondre, évidemment. Que déjà parmi les challenges majeurs que j'ai cités, j'ai consacré, donc les autres challenges j'ai regroupé ensemble, mais la confiance et la sécurité de l'information, j'ai consacré 2 slides à part. C'est vu l'importance de ce challenge qui est la sécurité et la confiance pour le partage donc, de l'information, vu que donc, on peut mettre en cause même la santé des personnes. Okay? Donc, c'est un challenge auquel donc, l'information, quelle que soit l'information acquise des capteurs, transmise sur le WAN, transmise via le réseau Internet, stockée dans le cloud, on doit donc intégrer des mécanismes et des protocoles de sécurité dédiés. Tels qu'il y a des solutions qui se basent sur la biométrie, il y a des solutions qui se basent sur d'autres technologies de
photographie, etc. Donc, et c'est vraiment, et pour les applications mobiles, déjà j'ai cité donc l'organisme MHEF, qui est l'organisme de certification. Donc, il ne faut pas intégrer et implémenter au niveau de notre téléphone mobile n'importe quelle application. Il faut donc s'assurer que cette application, vraiment, elle est certifiée. Certifiée MHEF, c'est-à-dire essentiellement, on assure la sécurité de l'information donc, dans les différentes donc, acteurs lors de l'échange de l'information. Il y avait une question de Michel ici. Ça a été abordé. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? On a temps pour peut-être une ou deux autres. Merci. J'ai une question pour Edwidge. Bon, la présentation, elle était très émouvante et on avait beaucoup de films, mais concernant la réalité virtuelle et le concept de ville intelligente ou de ville en quelque sorte, on n'a pas vu vraiment ville intelligente, mais on a vu le concept ville. Par rapport à ce concept-là, il est nécessaire d'avoir une synchronisation entre les différentes, bien sûr, membres qui travaillent sur le sujet. Vous avez présenté la mairie et différentes personnes à différentes compétences qui arrivent à gérer tout ça. Et comment ça doit être géré, comment ça peut être géré cette hétérogénéité entre les différentes compétences de personnes qui travaillent sur le concept ville en lui-même. Et par la suite, l'exploitation derrière ça, ça veut dire comment vous arrivez à le mettre en place, l'exploiter au niveau d'éthique ou au niveau de la vidéo, au niveau d'une plateforme transmédia, ou comment ça se fait exactement l'exploitation de tout ce qu'on a pu voir dans votre exposé. Voilà, merci. Il n'y a pas du tout de réalité virtuelle. C'est pas du tout la réalité virtuelle ni augmentée, on est en réalité alternée, ça n'a rien à voir. La partie numérique du projet, elle est relativement légère puisque ça consiste essentiellement en un site internet qui fait un peu le regroupement, un travail sur les réseaux sociaux et il y avait aussi des petites applications pour smartphone, il y avait Ghost Tracker, notamment un truc qui permettait de savoir où étaient les fantômes dans la ville. Voilà, bon, c'est des petites choses en fait qui font un petit ensemble. Le numérique, ça fait le lien en fait. Et vous demandiez du coup comment on gère les différentes compétences ensemble. Eh bien, on fait le lien par le numérique, par le jeu et puis par l'art. Alors, la question du coup technique, elle est hyper légère. C'est un travail de création plastique d'installation, mais à l'échelle d'une ville. La difficulté pour moi, elle est plus au niveau... c'est pas au niveau de la création plastique, c'est de la mise en place. Et comment on fait pour travailler ensemble? On a une astuce terrible, mais qui est vraiment pas très glorieuse peut-être, c'est qu'en fait, ils travaillaient déjà ensemble. Et ça, il faut le dire que c'est pas faisable partout. Il y a beaucoup d'endroits, notamment, moi je travaille beaucoup avec les monuments, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets, où les monuments et les villes sont à couteau tiré. C'est la guerre, où c'est compliqué, où entre les communautés d'agglomération, les communes, il y a des enjeux de pouvoir. Entre les universités, etc., où tout ça ne travaille pas très bien ensemble. Là, Saint-Denis, ça marchait quand même déjà pas si mal, de base. Ce qui compte, évidemment, quand on va se lancer sur ce type de projet. Et ensuite, le fait que ce soit un jeu, c'est quelque chose qui a relativement mis tout le monde d'accord. Après, sur la mise en place, il faut, comme vous l'avez vu dans le projet, en fait, la conception, on l'a fait avec eux. Et c'est ce qui a fait, je pense, que ça s'est plutôt très bien passé en termes d'acceptation. Alors ça, c'est important à dire. À la basilique de Saint-Denis, le moindre objet d'art contemporain qui a été mis là-bas a systématiquement créé des polémiques très dures. Alors la basilique cathédrale de Saint-Denis, c'est un lieu un peu spécial, puisque bon, évidemment, c'est un lieu sacré. Mais c'est un lieu aussi qui est une nécropole. C'est un endroit où on enterre des gens, et en particulier les rois de France. Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a encore des messes royalistes à Saint-Denis. Il y a encore des gens issus des familles royales qui viennent prier leurs défunts. Et donc, quand on crée un jeu là-dedans, en l'occurrence avec des fantômes dans des cryptes, c'est un peu technique, voire compliqué. Mais, comme on a travaillé, en fait, dès le départ, très en amont, avec les gens qui, eux, connaissaient la réalité de la basilique, connaissaient la réalité de la ville,
ils connaissent bien, enfin, les habitants, les commerçants. On a travaillé avec eux sur le scénario, sur tout, à toutes les étapes on a fait ensemble en fait. C'est même pas qu'on a fait valider, c'est qu'on a carrément écrit les choses ensemble. Bah, du coup, ça passait tout seul puisque eux, ils savaient. Et donc on a appris, mais aussi ils ont dû partager. Donc c'est tout simplement dans des petites réunions comme ça. Alors sur la question de la ville intelligente, effectivement, j'ai un petit peu oublié d'en parler clairement, parce qu'en fait c'est apparu peut-être en transparence, j'ai envie de dire. D'après le Larousse, l'intelligence c'est quoi? C'est la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître, et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Et bien moi je crois que justement au niveau des acteurs, le fait d'avoir participé à la création du jeu, c'était une attitude assez intelligente finalement. Parce que ça leur a demandé de changer, enfin, de ne pas être dans juste attendre que ça passe et pas évoluer, qui était assez clair, en tout cas pour moi. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai oublié les questions. Mais... Ça va? J'ai une question. Oui. Ok, pardon. Il y a le petit du rempart qui veut parler. Toi, tu vas me le payer, cher. Deux petites questions embêtantes avant que je passe le micro au tout petit collet. Pour la e-santé, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un petit peu un regard sur toutes les contraintes, toutes les difficultés, toutes les pesanteurs que ça fait peser aussi sur les acteurs, au sens proprement dit, du milieu de la santé, les professionnels, quoi, dans tous les niveaux. Parce que tout ça, ça ne va pas tout seul. Et Dieu sait si il y a aussi derrière une kyrielle de contraintes, d'adaptation et de nouvelles aussi tâches. Et donc une nouvelle organisation du travail. Et puis juste une petite question aussi embêtante pour Edwige. Tu envisages aussi que le numérique, ça puisse aussi défaire le lien? Bien sûr, c'est pas mon travail de recherche. Moi, mon travail de recherche en tant qu'artiste, c'est spécifiquement sur le lien. Donc, c'est pas le sujet, mais bien sûr que oui. C'est-à-dire? Évidemment, moi je travaillais avant sur les jeux de rôle en ligne notamment, donc les MMORPG, et il y a à la fois une grosse création de lien et un lien qui se défait, alors soit des fois même à l'intérieur du jeu, soit avec d'autres communautés. En fait, les communautés qu'on crée par le numérique sont des communautés qui peuvent être parfois excluantes. On parle de la culture partagée du numérique, elle est partagée dans les jeux vidéo en ligne, notamment je pense que ceux qui ont l'habitude de jouer à World of Warcraft ou à des jeux en ligne comme même online savent un certain nombre de termes. Quand je dis rough le mot, mes étudiants ne comprennent pas, mais il y en a peut-être parmi vous à qui ça parle. Quand on parle d'XP, etc., c'est des termes en fait qui font partie d'un langage, d'une culture qui est partagée. Et elle est partagée par les joueurs, mais du coup exclut tous les autres. Donc automatiquement, c'est tout à fait d'accord. Après là, c'était pas vraiment le sujet. Mais ah bah complètement. Et on a même travaillé un peu là-dessus. C'est-à-dire quand on a ciblé, on a essayé d'exclure certaines cibles automatiquement, notamment les personnes un peu plus âgées et les plus jeunes. On n'a pas forcément réussi. Donc pour les acteurs et essentiellement les professionnels du domaine de la santé, c'est-à-dire les médecins. Donc suite... Les médecins, les infirmières, les soignants. Okay. Les médecins, je peux répondre côté médecin car vraiment donc, dans notre groupe, il y avait des discussions avec les médecins. Donc je n'avais pas mené des discussions avec les infirmières, les cliniques, les autres, la radiologie. C'est là que ça va faire mal. C'est là que ça va faire mal. Et très mal. Les médecins, ils s'en sortiront toujours. Eux, ils sont au sommet de la hiérarchie. Mais en dessous, ça va souffrir. Ça va tendre et ça va gémir. C'est là que c'est intéressant de regarder. Parce que là où on promet l'avenir radieux du numérique qui change les pratiques, les relations soignants-patients, etc. Mais là où ça souffre très fort, c'est quand l'infirmière, elle doit passer un certain temps à faire des relevés numériques, à transformer son activité avec des outils qu'elle a beaucoup de mal à maîtriser, dont on pense qu'elle va le maîtriser toute seule, par l'effet digital native auquel elle est bien souvent étrangère. Là, ça souffre. Là, ça tend, là, ça crie et ça pleure. C'est là que c'est intéressant de regarder aussi. Les gens qui se posent le plus sont les gens qui sont contre la transparence. Car vraiment, donc, le numérique, c'est la transparence dans tous les niveaux. Le numérique, c'est transparent? Ah ben, non, c'est transparent. C'est nouveau, ça vient de sortir. Puisqu'on enregistre tout, donc on peut revenir à l'historique, etc. Donc, vraiment, les gens qui se posent, qui sont contre la transparence, on peut contrôler tout. On peut faire
donc avoir donc des traces numériques, etc. Et ici, les gens qui sont contre la transparence, c'est les gens qui s'opposent. Excuse-moi, ça ne se pose pas comme ça. Les traces numériques, qui va les produire ? Qui va les produire ? Qui va les relever ? Qui va être obligé de prendre son travail simultanément sans avoir en reprenant en plus sur ces temps sur ces temps éventuellement de pause, etc. Parce qu'on va leur demander de faire tout ça dans le même temps de travail. Ça vient pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. On a l'impression d'une plasticité numérique, comme si ça se fondait dans les collectifs au travail, comme un espèce de bonheur permanent et qui entretiendrait la bonne entente et la concorde entre tout le monde. Pas du tout. C'est dans ces fonctions-là, quand tu descends, qu'il y a des doubles niveaux et triples niveaux. Du coup, des infirmières qui sont obligées d'administratiser leurs fonctions, et ça se fait pas tout seul. Des kinés, des ergothérapeutes, qui sont obligés d'avoir dans le même temps un temps d'observation des patients en même temps qu'elles les traitent, et ça se fait pas tout seul. Les médecins, eux, ils s'en sortent assez bien. Ils s'en sortent plutôt assez bien. Mais là, je peux t'assurer, et les traces numériques, il va falloir... Et à quoi elles vont servir, ces traces numériques ? Par exemple, à rationaliser les budgets d'hôpitaux et à les faire tendre dans des cadences de plus en plus fortes. Excuse-moi, on le vit en France, et je vois pas comment le modèle tunisien échapperait, et je pourrais parler du Québec, échapperait à cette douce réalité. Donc non, je suis... Alors là, excuse-moi... Si je prends l'application suivie à distance des patients, etc., donc quand même, il y a pas mal d'avantages. Mais je ne te dis pas le contraire. Ce que je veux te dire, c'est que ça va pas se faire tout seul, et que les fonctions au travail, elles en souffrent énormément, et qu'elles reçoivent des injonctions qui les obligent à transformer leurs pratiques, sans qu'on leur donne les moyens d'ailleurs de le faire, en pensant que ça va se passer tout seul, sans qu'on prenne en compte la pénibilité du travail, sans qu'on prenne en compte l'augmentation et de la tension au travail avec des nouvelles tâches et des nouvelles fonctions. Et c'est là qu'il faut regarder, parce que c'est là justement que les frictions et les tensions, voire la contre-productivité par rapport aux attentes, va se passer. Donc non, c'est pas un monde radieux, hein, c'est pas un monde de bisounours où ça va tout seul. Les médecins, ils vont toujours te dire que c'est bien, bien sûr. Eux, directement ou indirectement, de toute façon, ils n'en souffriront pas. Mais toute la chaîne en dessous, excuse-moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 20 ans, j'en connais un petit bout. Bon, j'ai arrêté au bout d'un moment, mais voilà, je peux te dire, et tous les collègues qui sont en sciences de l'infocom et qui travaillent là-dessus, disent tous la même chose. Le constat est unanimement partagé de ce point de vue-là. Dès qu'on essaye de voir que non, le numérique, ça ne va pas tout seul. Non seulement ça ne va pas tout seul, comme le disait Edwige, ça transforme parfois radicalement les fonctions de travail, et ça, rien n'est prévu pour accompagner, pour ajuster, pour prendre en compte aussi la pénibilité, les doubles et triples niveaux de fonction. Enfin, quand tu demandes à une infirmière de devenir, quelque part, l'administratrice de son travail, et en plus du travail qu'elle a avec les soignants, d'avoir une relation distanciée avec les soignants pour enregistrer, comme tu dis, des traces numériques, eh ben, crois-moi, c'est... Quand tu connais l'activité de la santé dans son quotidien, c'est sacrément lourd et c'est sacrément dur. Mais pour l'enregistrement des traces numériques, etc., on peut intégrer donc des nouveaux acteurs dans l'écosystème, donc des gens qui sont de l'informatique, d'éthique. On ne va pas faire appel. Ouais, tu sais, entre le paradis et l'enfer, il y a le purgatoire quand même. Hein. Je crois que je vais être obligé de jouer mon rôle de modérateur. Donc, question pour Edwige. On peut prendre peut-être une dernière intervention parce qu'on m'a informé tantôt qu'on était quand même pris dans l'horaire avec les déplacements. Alors, juste une petite question à Edwige. Dans ta présentation, tu es parti sur l'objectif initial qui était d'essayer d'attirer des 15-25 ans, on va dire, à visiter, enfin, à s'intéresser à la ville, enfin, avec tous les enjeux en fait que tu as présentés. Et en conclusion, tu arrives à dire, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, hein, qu'au final c'est la municipalité, en tout cas les acteurs institutionnels qui se sont impliqués, qui semblent avoir tiré bénéfice, partie de l'expérience. Et en fait, ma question est, est-ce que les objectifs initiaux ont été atteints sur les 15-25 ? Bon, déjà l'année dernière, tu avais répondu. Hein. La seconde question, c'est... Puisque, en fait, ça me rappelle beaucoup de choses qui ont 20 ans, à l'époque du multimédia, les CD-ROM, les produits culturels, où en fait, il y avait c'était le Louvre qui avait super bien marché, je sais plus combien de ventes, etc. Édition Montparnasse. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était dans le multimédia, c'était les auteurs qui se faisaient plaisir.
Là, je dis pas que tu t'es fait plaisir, et si tu t'es fait plaisir, tant mieux, mais j'ai l'impression aussi que les institutionnels se sont fait plaisir, et que, au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir, on va dire, pour les citoyens, pour les visiteurs, pour voilà, à travers la gamification de la découverte d'une ville? Ouais. Alors bon, le terme de gamification, là, pour moi, je n'en crois pas, parce que pour moi, c'est un vrai jeu. Donc, pas du tout gamifié, de mon point de vue. Mais, alors là, si j'ai axé sur les acteurs, c'était parce que justement, aujourd'hui, on parlait de la ville, et j'avais envie de parler d'eux. Mais en fait, c'était absolument pas les objectifs du projet, c'est même pas vraiment un truc qu'on a évalué. Là, j'avais pas de données, du coup, sur les acteurs, puisque c'est pas quelque chose qui était important pour nous initialement. Ça a été un espèce d'effet secondaire qui s'est révélé après coup et qui se révèle encore aujourd'hui quand je retourne à Saint-Denis, en fait. Parce que j'y vais quand même régulièrement encore. Et je pensais que du coup c'était pertinent par rapport à ça. Nous, ce qu'on a évalué par rapport au genre, ça avait quand même... Enfin, on a franchement merdé grave sur le marketing. Sur la cible, on s'est planté en pensant que les 15-25 étaient une cible homogène. En fait, ça n'a pas trop mal marché sur les 18-25. Les 15-18, on en a eu zéro. Quasi. Enfin, dans les... C'est pas zéro, mais en fait, on en a eu vraiment très peu. Alors qu'on a eu aussi les plus jeunes, qu'on n'avait pas du tout prévu, et le jeu était même excluant pour eux, d'une certaine façon, quand on parlait d'exclusion, dans la mesure où on avait un niveau de langage, un niveau de jeu qui était fait pour des adultes ou des jeunes adultes. Et finalement, ils se sont mis, eux, à jouer avec d'autres, des plus âgés, et eux ont vraiment joué, par contre. Et donc les 18-25 ont pas mal joué. Alors, sur les résultats, on a fait donc des sondages, et des études, on va dire, plus quali, avec des entretiens. Et après, on a analysé les données du jeu. Ceux qui ont joué, ça a franchement bien marché quand même. Hein. Tu vois, il y a même des gens qui sont venus de Bretagne pour jouer, pour voir la ville de Saint-Denis. Alors au début, ils jouaient qu'en ligne. En fait, c'était un peu l'idée, c'était qu'au début, on les attrape par le jeu vidéo en ligne, et comme ça marchait. Et puis après, il faut qu'ils se déplacent pour pouvoir jouer. Et la 4e semaine, ça marchait vraiment pas mal. Là où on a vraiment planté, c'est sur la com, sur le marketing, parce que on n'a pas dit que c'était un jeu au départ, et en fait on a commencé à avoir vraiment du monde le moment où on l'a clairement affiché. Et un des problèmes qu'on a eu, je ne sais pas si je l'avais évoqué la dernière fois, c'est qu'on pensait que les fantômes, tout le monde allait capter tout de suite que c'était un jeu. Parce que c'est quand même pas subtil, vous voyez les petits démons, les fantômes, tout ça. Voilà. Enfin, en termes de subtilité, on a vu mieux. Et en fait, non. On a eu des gros problèmes parce que Saint-Denis, c'est une ville mystique, mais carrément mystique, qu'on n'avait pas vu venir. Et ça, c'était une erreur. Voilà. On a eu des trucs drôles, comme quand notre inspecteur allait parler aux gens, il ne voulait pas lui parler. Notre inspecteur, c'était un acteur parce qu'ils avaient la trouille, ils pensaient que c'était un flic. Quand je suis allée parler aux vigiles de la fac en disant qu'on faisait un jeu sur les fantômes, ils m'ont demandé « mais les vrais ?» Donc, et en fait, on bug comme ça. Et les gens avaient vraiment la trouille des fantômes. Et ils n'avaient pas forcément nous, la connexion qui se faisait pour des gens amateurs de fantastique automatique entre les fantômes, les choses comme ça, et une œuvre de fiction qui se faisait pour nous, ne se faisait pas forcément pour les habitants. Et parmi les joueurs, il n'y avait finalement pas tant que ça de Dionysiens. Il y avait beaucoup de franciliens, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de gens de la ville. Les joueurs de la ville qui ont joué, c'était plutôt les acteurs, comme tu le dis. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont participé, mais sans jouer. Tu vois, au concert, il y avait vraiment beaucoup de gens qui, pour moi, ne jouaient pas. Pas du tout, en fait. C'est pareil, dans les visiteurs de la basilique, on avait donc les fantômes, ils étaient là tout le temps, hein, dans les rues ou dans les boutiques. Et j'ai découvert tout à l'heure, en recherchant une des vidéos que je voulais vous montrer sur Dailymotion, qu'il y avait des vidéos qui avaient été mises sur Dailymotion par des gens qui n'étaient pas du tout liés au jeu, des fantômes dans les lieux. Donc en fait, je pense quand même que ça a un lien pour les visiteurs, pour les passants, etc. Pas forcément automatiquement pour les gens de la ville. Là, on est sur Saint-Denis, donc c'est quand même une ville où il y a beaucoup de passages. Pas uniquement les usagers de Saint-Denis ne sont pas uniquement des gens qui habitent là, bien sûr. Mais quand même, pour eux, je pense que ça a eu un gros impact. Et alors, sur les institutions, moi franchement, je pensais qu'ils allaient être déçus d'une peu de joueurs qu'on a eu, vraiment qui ont joué. Parce qu'au concert, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais au nombre d'inscrits sur le site, on n'était pas hyper satisfait. C'était, je ne sais plus, 800, quelque chose comme ça. C'était pas énorme. Je dois couper court en même temps que c'est l'heure. Je suis désolé. Pas de souci. Écoutez, merci à tous pour